quoi être avocat? Lorsqu'il arrive quelque chose, il n'y a pas une seule vérité sur ce qui s'est passé. Il y a la vérité de monsieur, la vérité de madame, il y a la vérité du prévenu, de l'accusé, la vérité des parties civiles, de celles qui se prétendent victimes. Il y a la vérité, évidemment, de l'employeur, la vérité du salarié. Et tout l'enjeu pour l'avocat, c'est, avec les éléments du dossier qu'il a, de dire, de porter à la connaissance du tribunal, de porter à la connaissance des parties, la vérité de son client, l'appréhension que son client a eue des faits tels qu'ils se sont passés, les circonstances qui ont amené son client à adopter telle ou telle posture, tel ou tel comportement. Et bien souvent, on a, et notamment sur la place publique, on se retrouve à avoir une lecture univoque des faits qui, par trop souvent, est assez éloignée de ce qu'est la réalité du dossier. Tout l'enjeu pour l'avocat, c'est de porter à connaissance, d'éclairer le dossier par la vérité de son client. Est-ce que les avocats sont faits pour les riches? Non, les avocats ne sont pas faits pour les riches. Il y a ce qu'on appelle, il y a un certain nombre de dispositifs, il y a l'aide juridictionnelle notamment, qui permet évidemment à tout un chacun de pouvoir faire valoir ses droits, de bénéficier d'un avocat, de bénéficier d'un huissier, de pouvoir demander des expertises le cas échéant. Et donc, en fonction des ressources, les uns et les autres sont susceptibles d'avoir accès à un avocat dès lors que celui-ci accepte d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle. Ensuite, dans notre déontologie en tant qu'avocat, il y a pour nous un certain nombre de critères. Alors, parmi ces critères, la complexité du dossier, l'ancienneté, la notoriété de l'avocat. Il y a évidemment aussi la fortune du client qui doit être prise en considération au moment de fixer les honoraires. Donc, il y a des avocats pour toutes les bourses. Est-ce que les commis d'office sont forcément de mauvais avocats? Il y a une légende urbaine qui voudrait que les avocats commis d'office soient de moins bons avocats que les avocats désignés. Là-dessus, je veux le dire de la manière la plus transparente qui soit, ce n'est pas le cas en France, dans la mesure où il existe des permanences pénales. Ces listes de permanences pénales sont en réalité alimentées par tous les avocats, ou en tout cas par une grande partie des avocats du barreau, indépendamment de leurs compétences techniques. Et au contraire, bien souvent, les avocats qui figurent sur les listes des permanences sont des avocats qui sont rodés à l'exercice de la permanence pénale et donc à l'exercice de la garde à vue, à l'exercice du déferment, à l'exercice de l'instruction. Donc, on n'est pas comme dans un film américain où commis d'office égale mauvais avocat. C'est pas ça le critère déterminant. Assez rapidement, vous allez sentir dans la manière que l'avocat que vous avez va rentrer en garde à vue, s'il prend le contrôle des opérations, s'il vous dit comment vous positionnez, comment vous comportez, si c'est quelqu'un qui gère ou si c'est pas quelqu'un qui gère pas. Et donc, assez rapidement, indépendamment de la commission d'office ou pas, vous allez sentir si votre avocat gère. Est-ce que les avocats sont prêts ou peuvent mentir pour effectivement gagner leur procès? Là aussi, c'est une légende urbaine. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, de manière avocat aura menti. Bon, ça s'embête, hein, j'attends. Pas plus tard qu'hier, entendre ça. Bon, c'est pas quelque chose qui me touche particulièrement parce que, à titre personnel, j'ai horreur du mensonge. J'ai une sainte détestation du mensonge et que il ne m'est jamais arrivé de mentir devant une juridiction. Au contraire, un avocat, c'est quelqu'un qui a une méthodologie de travail. C'est quelqu'un qui va chercher à fonder tout ce qu'il dit, à fonder juridiquement, donc techniquement, son propos, à fonder factuellement son propos sur la base des éléments du dossier. De sorte que quand il prend la parole, et pour moi c'est comme ça que se construit une bonne plaidoirie, la plaidoirie, elle se construit sur la base des éléments du dossier. Donc, je vais à chaque fois que j'ai un argument que je vais sortir en plaidoirie, aller chercher les pièces du dossier qui permettent d'étayer mon propos, de sorte que je n'ai jamais à mentir. Je défends, il y a suffisamment d'éléments dans le dossier, en général, où il n'y a pas suffisamment d'éléments, et à ce moment-là, ça devient un argument, mais il y a suffisamment d'éléments dans le dossier, dans le droit, pour, à un moment donné, qu'on puisse défendre de manière efficiente son client sans avoir à mentir. Est-ce que les avocats sont de connivence avec les magistrats et les juges? Alors ça aussi, de mon point de vue, c'est une légende urbaine. Je n'ai jamais eu
voir dans mon parcours professionnel un avocat taper sur l'épaule d'un magistrat pour lui dire « fais ça, bon moi ». En général, il y a un respect, et je pense que dans les relations entre magistrats et avocats, il doit y avoir ce respect mutuel des professionnels qui sont engagés et qui sont tenus, et ça c'est important de le dire, par une déontologie. C'est-à-dire que moi, en tant qu'avocat, ma déontologie, c'est mon armure, c'est ma protection dans mes rapports avec la magistrature, c'est ma protection dans mes rapports avec mes confrères, mais c'est aussi ma protection dans mes rapports avec mes clients. Il y a des choses que je peux, il y a des choses que je ne peux pas faire. Et quand on respecte sa déontologie, en principe, il n'y a pas d'équivoque. Comment ça se passe? Quelles sont les contraintes? Quels sont les frais que doivent engager les avocats régulièrement et qui pèsent justement sur le prix final? Oh, si on parle des charges, on est là au moins jusqu'à après-demain. Ceux qui me connaissent savent que j'ai une certaine passion pour les organismes sociaux. Il y a évidemment donc les cotisations sociales, la fiscalité, il y a les charges de personnel, les charges fixes du cabinet, eau, électricité, loyer, cotisation foncière des entreprises. Il y a la retraite autonome des avocats, qui est une cotisation particulière. Le Conseil national du barreau, il y a des cotisations aussi à l'ordre, à la CARPA, il y a des cotisations auprès des différents organismes finalement auxquels est affilié le professionnel, et puis c'est déjà pas mal. Il y a tout ce qui relève de l'enquête. Alors, il y a des charges qui vont être qui elles sont pourtant pour le coup supportées souvent par le client quand on fait ce qu'on appelle des consignations au titre de mesures d'instruction, qu'il s'agisse d'une instruction, une information judiciaire, donc une instruction pénale, ou alors une instruction en matière civile avec des mesures telles que des expertises. Lorsqu'il y a des experts qui sont mandatés, souvent, effectivement, il peut y avoir des consignations qui sont versées par le client, et ces consignations-là rentrent dans des frais qui doivent être supportés au titre de la justice. Donc oui, ça aussi, ça peut avoir un coût, mais cet argent-là ne revient pas à l'avocat. Il va à l'expert qui va être mandaté, soit par le juge d'instruction, soit par le juge du siège, le juge civil, qui lui aussi va, parce qu'il y a un contentieux en matière de construction, il va nommer un expert en construction, parce qu'il y a un contentieux au titre de la qualité de tel produit qui est servi, il va désigner un expert qui va être en charge d'examiner la qualité de ce produit-là. Parce qu'il y a un conflit sur la valeur d'un bien, qu'il soit immobilier ou mobilier, il va désigner un expert qui va intervenir pour déterminer la valeur de ce bien-là. Et cette valorisation qui va être faite par un expert, c'est un travail, c'est une prestation intellectuelle qui va avoir un coût, et il va facturer, ce professionnel va facturer, alors dans l'absolu, cette prestation-là, qui va être supportée in fine par les parties. Est-ce qu'on paye un avocat une fois ou plusieurs fois? Ben, ça dépend. Ça dépend de la convention que vous allez passer avec l'avocat. Il est possible de passer des conventions au forfait. Dans ce cas-là, l'avocat arrive à la date où il vous fait signer la convention à fixer, à évaluer grossièrement les diligences qui vont être opérées dans le dossier, et donc il fixe un forfait, et on considère que ce forfait vaut pour toute la procédure. Et puis, il y a la possibilité, et ça c'est une facturation qui est plus proche en réalité de mon point de vue du dossier, mais à la fin de l'intérêt du client aussi, parce qu'elle va dépendre du temps passé sur le dossier. Et effectivement, un dossier sur lequel on a passé 10 heures, 15 heures, eh bien, on va facturer 10 heures, 15 heures ce dossier-là. S'il y a une difficulté d'évaluation, que le forfait ne comprend pas un certain nombre de contrariétés qui viennent par la suite dans le dossier, ben, on va se retrouver avec un avocat qui aura consommé tout son forfait, et qui derrière va travailler plus qu'il ne sera payé. Et à mon avis, ça n'est jamais bon, même si l'avocat est tenu par sa déontologie, ni pour lui, son cabinet, ni pour le client, parce que c'est pas la même chose de mon point de vue. Alors, on a différentes juridictions. On dit qu'à chaque juridiction, il faut payer. C'est vrai? Non. Non. Il y a différentes juridictions et en principe, la saisine en tant que telle d'une juridiction, sauf pour la cour d'appel où il y a un timbre fiscal, mais la saisine d'une juridiction, elle est gratuite. En revanche, il y a des frais
qui sont liées à la justice et dont on ne peut pas faire qu'on ne peut pas ignorer. Saisir une juridiction, ça passe par un acte de saisine de cette juridiction-là. Dans certains cas, c'est une requête, elle est gratuite. Dans d'autres cas, c'est une assignation. Et donc, il faut qu'un huissier se déplace pour aller signifier, c'est-à-dire remettre officiellement, selon les formes prévues par le Code, un acte à autrui. Et ça a un coût. Aussi bien la rédaction de la dite assignation par l'avocat que la signification de l'assignation par l'huissier, ça a un coût. Est-ce que prendre un avocat permet toujours d'obtenir une procédure? Mais ça dépend. Il y a une réforme toute récente là qui a vocation à déjudiciariser progressivement les conflits. Déjudiciariser, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir de la procédure judiciaire à proprement parler et rentrer dans ce qu'on appelle des modes alternatifs de règlement des différends. Ça veut dire, nous, c'est des alentours comptables, nous, on bon coup, et puis après, ça nous c'est tout bon solution. Ça, c'est la conciliation, la médiation, parfois l'arbitrage dans certaines situations, qui permettent d'arriver à des solutions, nous pas d'accord au départ, mais même si nous qu'imbé intérêt en nous, eh ben nous trouvons une solution qui permet tout le monde de trouver un chemin. Et donc ça, c'est de plus en plus ce qui est en train d'être favorisé pour désengorger les juridictions, faire en sorte qu'on ait des solutions plus rapides, plus efficaces, que les gens n'attendent pas 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'avoir l'issue d'un litige, mais qu'on puisse véritablement trouver des solutions plus rapidement. Donc, saisir un avocat, c'est parfois aussi rentrer dans une dynamique où on va dialoguer, c'est s'adresser à un interlocuteur qui n'est pas pris par la vérité en réalité, qui n'est pas, lui, dans la subjectivité. Je rappelle que l'avocat n'est pas le complice de son client, il n'est pas l'associé, il n'est pas le relatif de son client, il est son avocat. Et donc, ça veut dire qu'il n'est pas censé être touché de la même manière par l'histoire qu'il va devoir raconter que son client. Et il est en mesure de prendre du recul sur ce qui s'est passé, et de conseiller de la manière la plus objective son client pour justement l'aider à en sortir dans le meilleur sens de ses intérêts.